Vous allez nous parler des méthodes de recrutement à Moscou, parce que pour faire la guerre, il faut des hommes. Si vous perdez 1800, 1900 soldats par jour, ça fait beaucoup, même si certaines sources annoncent que 22 ou 23 000 hommes sont recrutés pour être envoyés sur le front chaque mois par les services russes. Mais là, visiblement, les grands moyens, Sylvia, sont employés pour tenter de grossir les rangs de l'armée jusqu'au pire moyen, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est une enquête qui a été réalisée par un média indépendant russe qui a interrogé toute une série d'organisations des droits de l'homme en Russie. Ces organisations travaillent avec les Russes pour leur permettre d'éviter d'être mobilisés, pour leur donner des conseils. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Eh bien, ils ont découvert différentes méthodes, effectivement, dans ces bureaux d'enrôlement. Et toutes les techniques sont bonnes, on va le voir, notamment l'intimidation sur les jeunes conscrits de 18 ans, des tromperies sur les offres d'emploi, des pressions sur les prisonniers ou les personnes visées par une enquête. Vous savez que effectivement la Russie doit recruter entre 25 000 et 30 000 hommes par mois pour contrecarrer les pertes. Et vous le disiez hier, Christophe, les pertes, c'est 1950 hommes pour un seul jour. C'est un record pour hier. Concernant les offres d'emploi, par exemple, parce que c'est une des techniques dont parlent ces organisations, certains sont peut-être attirés par une offre d'emploi d'ingénieur en assemblage de drones, par exemple. Eh bien, en fait, il n'en est rien. Il s'agit d'attirer la personne sur place et une fois le contrat signé, eh bien, elle rejoint une unité militaire et puis le front. Et tout contrat signé avec le ministère de la Défense est à durée indéterminée. Ça va évidemment jusqu'à la fin de Impossible la de mobilisation. Personne ne peut pas démissionner, effectivement. Regardez d'ailleurs ce que dit le responsable d'une organisation des droits de l'homme. On dit aux gens, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Et puis, au lieu d'un contrat de travail, il glisse un contrat avec le ministère de la Défense. Et si une personne le signe, c'est bon, elle est envoyée au front. Alors, ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres techniques, même les plus basses d'ailleurs. Oui, les chômeurs, par exemple, se voient régulièrement proposer des postes de fantassins, par exemple, ce qui est totalement illégal. Autre méthode, on sait que recruter des prisonniers, c'est légal en Russie, mais maintenant, même les personnes visées par une enquête faisant l'objet de poursuites pénales ou même d'anciens condamnés, sont concernées par ces menaces. Le ministère de la Défense les force à signer sous la menace de l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale ou sous la promesse de l'effacement de leur casier judiciaire. Regardez ce que dit un ancien condamné pour possession de drogue en rapportant les propos évidemment de son interlocuteur qui lui dit ceci: soit tu signes un contrat maintenant, soit un sac de drogue finira dans ta poche. Enfin, pour les jeunes conscrits, ils sont menacés d'être envoyés dans les zones les plus dangereuses s'ils ne signent pas de contrat. Et on leur dit aussi que s'ils signent un contrat, ils pourront gagner beaucoup d'argent et ils auront la vie sauve. Des pratiques qui, selon ces organisations des droits de l'homme, sont partout généralisées dans le pays. Merci beaucoup, Sylvia. Donc, si je vous ai bien tout compris, si on ne va pas combattre quand on est un homme, on devient un sous-citoyen. Sergueï Boutman, ces méthodes sont efficaces, on va dire ça comme ça. Quelle est la quote-part ? On a du mal à la connaître entre ceux qui vont combattre par patriotisme pour défendre la mère Russie et ceux qui sont en relais de force. Mais il n'y a pas de données exactes, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de sondage, mais on peut dire que la lutte pour les conscrits et pour les soldats, pour les troupes, est menée tous azimuts. Je suis d'accord avec l'enquête de Cholod, de ce média, sauf une chose, que ce soit nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout, parce que on a toujours fait ça. C'est les ruses ont trompé les jeunes gens, on les invitait dans les bureaux de recrutement, même en temps de paix, pour les enrôler, et aussi pour les jeunes conscrits, on faisait signer des contrats professionnels, des contrats militaires, et ils ne pouvaient pas dire non. Parce qu'ils étaient menacés de toute façon. Et ce qu'on cite, ça devient tout à fait classique dans ce domaine-là.
Et ce sont surtout les jeunes conscrits qui sont allés sous les drapeaux pour un an et sont les moins privilégiés. Ils sont les plus sensibles à ce genre de menaces. Donc, la chair à canon, c'est vrai, la chair à canon est toujours exigée, et ce ne sont pas que des salaires énormes, par exemple le prix de 2 millions de roubles, même plus, dans les villes centrales comme Moscou, mais on essaie tout. Je connais un chanteur qui s'est engagé s'enrôler dans une chœur militaire pour chanter, et il était presque forcé de signer un contrat militaire dont le futur était tout à fait évident. Et on lui a conseillé au dernier moment de dire non. Il a dit non, il était engagé comme chanteur. Donc c'est du chantage, c'est de la tromperie. Sergueï Boutman, ce que disait également Sylvia, c'est que vous devenez quelque part un paria, c'est-à-dire que votre famille est menacée, mais même un sous-citoyen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, pas de possibilité d'avoir un compte bancaire, pas de prêt. Donc, et ça, c'est ce qui attend les jeunes hommes, ou peut-être les moins jeunes en Russie aujourd'hui. Cela attend surtout, et ça a été annoncé, et ça a été adopté par le Parlement, que ce sont les jeunes conscrits, les futurs conscrits, qui évitent de se présenter au bureau de recrutement. Maintenant, les mesures sont tout à fait sévères, parce qu'ils ont privé de compte bancaire, ils ont privé de droit de partir, ils ont privé ils ne peuvent pas être embauchés quelque part s'ils ont 18 ans et plus, jusqu'à 30 ans maintenant, et s'ils n'ont pas servi, s'ils n'ont pas fait leur service militaire, et ils deviennent frappés dans leurs droits, ce qui contredit la Constitution d'une façon flagrante, évidente, mais pas inattendue. Sergueï, souvent la propagande a comme message le fait que l'enrôlement dans l'armée se fait par patriotisme, que les familles poussent leurs fils, parfois les maris, à aller combattre parce qu'il y a aussi l'argent avec des sommes mirobolantes. Quelle est la part de vérité entre ceux qui sont arrachés, envoyés de force, et puis les autres? Est-ce que la propagande a fait long feu et qu'aujourd'hui en Russie il y a une vraie réalité? La réalité est telle que ça existe, le patriotisme, ou je dirais le faux patriotisme existe bel et bien dans les familles, et surtout avec ces dizaines d'années déification de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on amalgame toujours n'importe quelle guerre menée par la Fédération de Russie à la Seconde Guerre mondiale, où il était évident qu'il fallait combattre le nazisme. Et être patriote, on a toujours été éduqué dans ce sens que pour être patriote, c'est ton fils qui va combattre les nazis, et ton frère qui va aller combattre les nazis, etc. Voilà ce qui est écrit. Tu es un homme, tu es un mec. Et si tu sers d'après le contrat, si tu fais ton service militaire, autrement tu ne l'es pas. Voilà, il y a deux côtés de ce genre de patriotisme et de ce genre de machisme. D'un mot, Sergueï, avant de nous quitter, et encore une fois, un grand merci. Il y a quelques minutes, on parlait de Koursk, de cette contre-attaque ratée, très coûteuse en hommes et en matériel, lancée par les forces russes et décidée par Vladimir Poutine. Comment on relaye ça? Comment on explique ça du côté de Moscou?
Il y a trois côtés. Il y a la propagande, l'information officielle du ministère de la Défense et il y a des porte-paroles du président qui aussi vous renvoient au ministère de la Défense. Là, tout est calme, tout suit son cours. Il y a le deuxième côté, c'est celui des Z-blogueurs, de mille-blogueurs, d'hyper-patriotes, beaucoup plus que Poutine imaginé, qui disent que c'est un échec total. C'est un échec total, on ne peut pas combattre, il y a toujours la trahison, la corruption, etc. Et il y a une opinion indépendante qui existe encore, qui essaie d'analyser ce qui se passe et d'éviter de l'extrémisme de toutes parts, mais informer les gens. Et l'information se fait par des chaînes Telegram, par des chaînes YouTube comme les nôtres, par exemple. On essaie d'informer les gens. Voilà, c'est la perception est toujours hétéroclite en Russie et n'est pas unanime et loin de là.